Donc du coup, dosage par titrage pH métrique, l'équivalence. Donc on dit plutôt dosage par suivi pH métrique, c'est-à-dire qu'on va suivre le dosage grâce aux mesures du pH avec ce qui permet de mesurer le pH, et donc c'est un pH mètre. Donc déjà le dosage permet de déterminer la concentration d'une certaine espèce que l'on ne connaît pas, en la faisant réagir avec une autre espèce B dont on va connaître la concentration dans une solution. Ce sera la solution titrante. Et donc pour cela, on les fait réagir ensemble, et on va réussir à un certain moment à connaître la concentration de A en connaissant la concentration de B et le volume de B qui a été introduit à un certain moment, qui s'appelle l'équivalence. Donc déjà la réaction de titrage ici, donc le petit a c'est le coefficient stoichiométrique de A, c'est-à-dire quand on équilibre une réaction on met des coefficients devant, et petit b c'est le coefficient stoichiométrique de B. Donc bien sûr il faut que la réaction de titrage déjà soit bien équilibrée, c'est-à-dire que de chaque côté il y ait le même nombre d'atomes, et également que de chaque côté il y ait le même nombre de charges. Donc quelles doivent être les caractéristiques de la réaction de titrage? Il faut qu'elle soit totale. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction totale? C'est une réaction, au bout d'un moment, elle se produit, et au bout d'un moment, elle s'arrête lorsque l'un ou l'autre des deux réactifs a disparu, ou éventuellement les deux. Ensuite, il faut qu'elle soit rapide, parce que, bon, bien sûr, on ne va pas attendre que la réaction se produise à chaque goutte que l'on va verser de solution titrante, hein. Il faut qu'elle soit rapide, parce qu'on ne va pas quand même attendre très longtemps, puis on ne saura pas exactement si la goutte qu'on a mis a réagi, donc il faut vraiment qu'elle soit rapide. Et aussi il faut qu'elle soit univoque, c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'elle soit la seule à se produire, enfin la seule réaction qui se produit lorsque l'on verse l'espèce titrante dans le bécher contenant l'espèce titrée. Il faut qu'elle soit l'unique réaction qui se produise, parce que s'il y a d'autres réactions qui impliquent le réactif A et le réactif B lorsque l'on les met en contact, eh bien, on va avoir du mal à savoir dans quelle proportion est-ce que A et B ont réagi dans cette réaction et dans l'autre réaction. Ça va complètement fausser les calculs. Donc il faut qu'il y ait uniquement cette réaction-là qui se produise avec A et B. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on fait un dosage? Donc on prend une burette graduée dans laquelle on met l'espèce titrante, c'est-à-dire celle qui va titrer, celle dont on connaît la concentration, qui s'appelle A ici dans notre situation. Ensuite, bon, on la suspend à une potence, et ensuite en bas, c'est là où on met dans un bécher l'espèce à titrer, dont on ne connaît pas la concentration. On a mis un certain volume de la solution de l'espèce titrée dans un bécher. On met cela sur un agitateur magnétique, et on met un barreau aimanté à l'intérieur qui va tourner pour pouvoir, à chaque fois qu'on verse un petit peu de solution titrante dans le bécher, pour que ça homogénise et que la réaction se produise, parce que si on n'agite pas, il peut y avoir une quantité par exemple, de solution titrante qui reste en surface, et donc elle ne sera pas directement en contact avec l'espèce titrée, et donc du coup ça peut fausser les résultats. Si on en verse trop et que donc ça ne réagit pas, on aura le mauvais volume déterminé à l'équivalence. Et donc, bien sûr, pour mesurer le pH, on met une sonde de pH métrique reliée à un pH mètre. Voilà, donc ça c'est le schéma, c'est pour comprendre comment ça se produit. Donc on va verser la solution titrante jusqu'à atteindre l'équivalence, même on va verser après l'équivalence, et on va relever les données de pH, les mesures de pH à chaque quantité de volume, chaque millilitre par exemple, ou chaque dixième de millilitre, etc. On va relever le pH, ce qui va nous permettre d'obtenir une courbe de pH qui a généralement cette forme-là. C'est-à-dire que ça peut être soit une courbe qui est croissante, soit une courbe qui est décroissante. En fait, ça dépend si jamais la solution à titrer elle est acide, bah, au départ on aura un pH qui sera petit, et ensuite, donc dans ce cas-là, la solution titrante, c'est une base, donc elle va augmenter le pH. Ou alors ça, c'est l'inverse, c'est quand la solution attitrée, elle est déjà basique, et ensuite la solution titrante qu'on introduit
va être acide, et donc ça fait baisser le pH de cette manière-là. Donc ça, c'est les courbes qu'on obtient lorsque l'on mesure le pH en fonction du volume de solution titrante introduit à l'intérieur donc du bécher où il y a la solution attitrée. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équivalence? Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'équivalence. L'équivalence, c'est quand on a introduit exactement la bonne quantité de l'espèce titrante A pour qu'elle réagisse avec tous les molécules de la solution B qui est attitrée. Comme ça, on a fait réagir tous les A qu'on a introduits, on réagit avec tous les B qui sont dedans. On n'en a pas mis plus de A ou moins de A, on a mis exactement la bonne quantité pour que ça respecte les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire les proportions de ces numéros qui sont ici. Par exemple, si ici il y a un 1 et là il y a un 2, bah, ça veut dire que pour chaque A qu'on a introduit, il y a 2 B qui ont réagi, etc. Donc on a introduit dans les bonnes proportions stoichiométriques. Donc comment est-ce qu'on trouve cela grâce aux courbes? Donc il y a deux méthodes. Il y a la méthode des tangentes. Donc je vais le faire pour la première courbe, méthode des tangentes. Méthode des tangentes. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on trace des tangentes, deux tangentes qui vont être parallèles. Donc une tangente, c'est une droite qui rase la courbe et qui la coupe qu'en un seul point. Donc première tangente, lorsque le saut de pH commence à avoir lieu, c'est au niveau d'ici. Donc je fais l'autre tangente parallèle. Donc bien sûr la tangente doit être faite avec une règle et une équerre pour qu'elle soit parallèle. Et ensuite je vais tracer une autre droite qui va être parallèle à ces deux autres droites, de telle manière qu'elle soit à équidistance de ces deux premières tangentes. Donc du coup, ça la donne que en fait, ici on a un angle droit, ici on a un angle droit, ici on a un angle droit, et ici on a la même longueur entre ce point-là et ce point-là, et la même longueur entre ce point-là et ce point-là. Et à l'endroit où cette dernière droite que j'ai fait coupe la courbe, ici, on a ce qu'on pourrait appeler le point E, le point équivalent, et son abscisse va nous donner le volume équivalent, VE, le volume équivalent, c'est-à-dire le volume de l'espèce titrante qu'on a ajouté au moment de l'équivalence. Et après, si on veut, on peut aussi trouver l'ordonnée qui nous donnera le pH à l'équivalence. Mais on en a généralement moins besoin, mais parfois il le demande. Donc ça, c'est la méthode des tangentes. Et là, on a trouvé le volume équivalent. Et grâce à ce volume équivalent, on pourra remonter à la quantité de matière de l'espèce titrée, c'est-à-dire l'espèce B. Après, il y a une autre méthode qui est peut-être plus facile qui est la méthode de la dérivée, la méthode de la dérivée. C'est-à-dire que l'on trace la courbe de la dérivée. Donc, c'est-à-dire de la dérivée du pH en fonction du volume, c'est-à-dire d de pH sur d de VA. On trace la courbe dérivée en fonction également du volume d'espèces titrantes introduit. Donc, comment va être la dérivée dans notre situation ici? Donc déjà ici, elle va être négative puisque en fait la courbe est décroissante. Donc ici, par exemple, je dis qu'il y a 0, c'est 0. Et donc, puisqu'elle est négative, donc déjà la pente, elle est assez faible au départ. Donc on va avoir une valeur négative qui va être comme cela. Et après, quand on arrive au saut de pH, elle va devenir fortement négative. On va avoir une forte valeur absolue de la dérivée. Et ensuite, hop, ça remonte parce que la pente devient quasiment horizontale. Parce que je rappelle que la valeur de la dérivée, c'est la valeur des tangentes. Alors là, peut-être que je l'ai mal mis. Elle aurait plutôt dû être ici, le pic. C'est là où la pente est maximale. Donc j'aurais dû peut-être un peu le décaler ici, mais donc le volume équivalent va être là où la valeur de la dérivée est maximale. Enfin, ici ce sera plutôt minimal, c'est là où il y a le pic, c'est la valeur où on a le pic. Si jamais c'était l'autre courbe, on aurait une courbe de dérivée qui aurait été comme ça, on aurait un pic vers le haut, là on a un pic vers le bas. Et donc on détermine donc l'abscisse de ce point maximal ici, c'est VE.
le volume équivalent. Et là aussi, on a trouvé le volume équivalent, et grâce au volume équivalent, on pourra remonter, comme avec l'autre, au nombre de moles grâce aux concentrations de l'espèce titrée et de l'espèce titrante, on pourra remonter au nombre de moles. Et donc, à l'équivalence, on a donc cette relation. Lorsque c'est introduit dans les proportions stoichiométriques, on a le nombre de moles de l'espèce titrante divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est égal au nombre de moles introduits de l'espèce titrée, NB, divisé par son coefficient stoichiométrique. Si on traduit ça avec les concentrations, ça nous donne la concentration de l'espèce titrante Ca fois le volume à l'équivalence, c'est-à-dire celui qu'on vient de trouver ici, grâce aux courbes, divisé par le coefficient stoichiométrique, qui est égal au pareil, concentration de l'espèce titrée, cette fois-ci, Cb, fois le volume que l'on avait introduit dans le bécher de l'espèce titrée, divisé par son coefficient stoichiométrique. Et en résolvant une équation, on peut trouver Cb ici. Il faut passer le b de l'autre côté et le Vb de l'autre côté. Si on le fait, ça fait Cb égale B fois Ca fois Ve sur donc A fois Vb. Si jamais s'il n'y a pas de problème, c'est cela que l'on obtient. En faisant le calcul, on obtient la concentration de l'espèce titrée Cb.